BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités en plateau, Alain Pitous, directeur général de Talence Gestion, Eric Lewin, responsable des actions aux publications Agora. Si vous arrivez juste, si vous nous rejoignez juste là sur les marchés, je vous rappelle qu'on est quand même sur une séance exceptionnelle suite au résultat du premier tour de l'élection présidentielle française, plus 4% pour le CAC, des banques qui s'envolent de 10%, l'euro également, un gros rallye de plus de 1%, on est à 1,0870 environ pour 1 euro et des taux qui s'écrasent, des écarts de taux, une prime de risque sur la dette française qui se détend quand même très très nettement. What's next, Eric? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment est-ce que le marché va réfléchir? Qu'est-ce que le marché va regarder dans cet entre-deux tours? Et même au-delà, jusqu'aux législatives du mois de juin, qui seront là aussi, on va dire, une expérience inédite au regard des résultats du premier tour de l'élection. Là. Oui, parce que pour la première fois, avec ces élections législatives du 11 et 18 juin, on pourra avoir une cohabitation dès le début du mandat. C'était arrivé à l'époque en 1986 avec Jacques Chirac, mais c'était après 5 ans de Mitterrand. C'était arrivé en 1995 avec Édouard Balladur, c'était après 5 ans de Mitterrand. C'était arrivé en 97 après l'erreur stratégique de Jacques Chirac d'avoir dissous le Parlement, après 2 ans de Jacques Chirac. Le problème là, c'est que Emmanuel Macron doit faire un grand écart, parce qu'il a dit dans son programme et droite et gauche. Le problème, c'est quel candidat va-t-il sélectionner? Il voudrait des candidats de la société civile, mais c'est une équation pas facile à trouver. Bref, j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos peines sur cette assemblée parlementaire. Alors, il y a eu un article il y a quelques semaines d'Hubert Védrine dans Le Monde qui disait non, il faudrait une coalition dans ce pays pour mener à bien les réformes. C'est peut-être la meilleure solution qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire qu'une assemblée législative qui serait, si vous voulez, en plusieurs blocs, mais où chacun discute avec l'autre et finalement... Donc la grande coalition à l'allemande. Peut-être une grande coalition à l'allemande, c'est la solution. Parce que on sait faire ça en France ? On devrait faire, parce qu'il faut bien trouver une solution, il faut bien sortir le pays. On a quand même élu Emmanuel Macron pour sa volonté de réforme, pour son sentiment pro-européen. Donc c'est quand même le sentiment que les Français sont pas complètement stupides et qu'on va quand même trouver une certaine coalition, parce que sinon c'est à désespérer du système. Si les Républicains l'emportent très fortement aux élections législatives et qu'on a un Emmanuel Macron avec un bloc de droite très dur, ça bloque tout. Ça bloque tout et on est revenu à une situation catastrophique. Donc j'espère qu'on va trouver des alliances avec le centre droit et qu'on va en finir aussi avec les extrêmes, aussi bien l'extrême gauche avec Mélenchon et aussi bien toute une partie de la droite qui est quand même anti-Macron, ce que je ne comprends pas vraiment, parce que très franchement, entre Macron et Le Pen, je sais qu'on ne prend pas des positions sur votre plateau, mais entre Macron et Le Pen, pour l'avenir de l'économie française, moi je n'hésite pas une seconde et je vote Macron. Juste l'idée de la grande plateforme et de la grande coalition, donc se pose la question de savoir si on sait faire, est-ce que les Français sont légitimistes aussi? Oui, enfin a priori, le choix législatif a toujours été quand même embarqué par le choix de la présidentielle qui précédait. Et puis du point de vue des marchés, oui, ce sera une situation importante, très importante à suivre, la composition du Parlement. C'est évident que si ça bloque, on pourrait avoir des désagréments, parce que ça veut dire que le pays n'avance pas, ça veut dire que par exemple toutes les réformes qu'il veut faire sur la fiscalité, sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, sur la réduction du nombre de fonctionnaires, si on n'avance pas de ce côté-là, ça veut dire que la France, même si on a 1,6-1,7% de croissance, va un petit peu s'arrêter et on va retomber dans une situation de la 3e République, la 4e République, pardon, ce qui n'est pas bon du tout pour le marché. Soulagement durable ou juste un répit de courte durée, Alain? Moi, je crois qu'on va déjà faire le 2e tour. On y verra plus clair après. Je pense que pour les étrangers, la problématique des législatives est un peu du second ordre. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur esprit, j'imagine qu'ils sont assez à se dire que bon, on va avoir à la tête de l'État, si c'est Macron qui est élu, un positif, europhile, comme on dit, voilà, oui, europhile, plutôt pro-business, qui d'une manière ou d'une autre va faire avancer le pays dans ce sens-là, à un rythme qui sera peut-être effectivement un peu long, un peu plus lent si c'est un peu bloqué. Après, je pense que je me fais pas trop d'illusions. J'ai écouté un peu les plateaux hier soir. Je me fais pas trop d'illusions sur la capacité de tous ces braves gens à travailler ensemble. Après, les places sont bonnes, donc on peut trouver peut-être une forme de compromis avec un gouvernement qui mettrait un peu... Mais ce sera une question de rythme, de degré, plus que de direction. Pour vous, là, enfin, en tout cas, dans le sens du marché, du point de vue du marché, la direction, elle semble assez claire. Si ça se confirme au deuxième tour, si les sondages se confirment au deuxième tour. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la décote française est passée un peu au second plan maintenant, va passer un peu au second plan. Ouais. On se retrouve avec des spreads de taux, des spreads de crédit, un niveau de marché-action, des comportements, valeurs cycliques bancaires qui sont revenus, on va dire, dans une norme qui est un peu
plus logique avec l'ensemble des données qu'on a sur la zone euro. Bon, donc on revient dans la course. Après, nous, c'est notre pari, c'est de se dire que tout ça, c'est un peu derrière nous. On va très vite en besogne, et on raisonne en regardant les données économiques qui sont un peu meilleures. Alors après, et qui sont encore suffisantes pour être un catalyseur pour les marchés, parce que tout le monde fait le constat que ça va mieux en Europe. On suit tous les enquêtes, on suit tous les chiffres, et le marché européen, il n'a pas démérité non plus depuis le début de l'année. Au-delà même de la séance de soulagement aujourd'hui, on avait des. Mais ce sera suffisant encore pour continuer, pour avoir un nouvel étage de la hausse cette année. On va regarder les résultats, mais ce qu'on a pour le moment, les chiffres et les données que nous fournissent les chefs d'entreprise, c'est plutôt positif. Alors encore une fois, ils ne sont pas en train d'annoncer des 15% de croissance de chiffre d'affaires et 30% sur les résultats dans des grosses boîtes classiques du CAC 40. On est sur des chiffres un peu moins bons, mais avec une maîtrise des coûts qu'ils ont depuis un moment, avec des taux très bas, il y a un peu de levier. Donc ce levier, on le retrouve dans les cours. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à des 30%. Enfin, on ne s'attend pas à un 30% de notre côté. On s'attend à encore 5-6% avec des rotations sur des valeurs, sur des secteurs par moment. Donc avec peut-être à un moment donné une respiration au mois de mai classique avec l'ensemble des marchés. Parce que les marchés américains sont un peu chers aujourd'hui. Alors que c'est de la tarte à la crème, mais c'est un peu vrai qu'il y a une valorisation qui est un peu élevée s'il n'y a pas Trump tout de suite, etc. Donc nous, on est sur cette lignée-là. Alors effectivement, c'est pas des grosses ambitions de chiffre d'affaires et de croissance, mais ça nous permet d'avoir des marchés qui progressent encore de 5-6% d'ici la fin de l'année, ce qui serait une très belle année. Le problème, c'est que ça sera pas en ligne droite. C'est ça la difficulté. Non, mais on a déjà fait quasiment 10% mine de rien avec la séance du jour. Et c'est intéressant de voir que sur une séance à Paris, le CAC fait la moitié de sa performance de l'année. Donc faut pas c'est pas facile quand même comme métier là. Merci. Non, mais je tiens à le dire. Non, mais c'est ça. Imaginez, vous n'êtes pas dans le marché aujourd'hui là pour les gérants, vos confrères, enfin sans doute. Oui. Tout le monde n'y est pas, ou en tout cas à 100%. Donc on prend du retard. On peut prendre du retard de manière importante sur une séance comme ça. Eric, moi je note d'ailleurs, et on parle avec vous aussi des small caps, c'est votre univers de valeur, et on répète depuis le début de l'année que les small caps, les petites capitalisations sont en avance par rapport au CAC 40. Semble-t-il que la séance corrige et fait même un peu plus que corriger, puisque sur la séance du jour, les indices small cap sont en retard, et maintenant depuis le début de l'année c'est le CAC 40 qui a pris le leadership là. Alors elles étaient quand même un petit peu chères les small cap, on en parlait, ça valait 17-18 fois à une époque, c'était un petit peu cher. Le mouvement d'aujourd'hui c'est assez classique, parce que quand vous avez un mouvement comme ça avec des étrangers qui, à mon avis, pour faire 8 milliards d'euros, il doit y avoir des étrangers, ils vont pas acheter du groupe Gorgé, ils vont pas acheter du groupe Open, ils vont pas acheter de l'Aubet, même si ces trois valeurs sont des super valeurs, ils vont aller sur toutes les valeurs du CAC 40, sur les bancaires, sur l'automobile, sur la construction, en disant qu'avec le pan d'Emmanuel Macron, Vinci, Bouygues, Schneider, c'est exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage. Maintenant, ça fait tellement d'années, je crois que sur les 10 dernières années, il y a dû avoir 8 années avec des performances supérieures des small et des mid par rapport au CAC 40, c'est pas dramatique. Donc ça vous inquiète pas? Non, c'est pas dramatique, c'est pendant quelques mois, ça s'inverse. Faut pas charrier, c'est tout à fait normal. Mais ça veut dire qu'on est plus... Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on est plus dans une logique de flux, désormais, dans ce marché européen, et de flux venant de l'étranger, qui vont aller avant tout sur les grands indices, alors à travers des paniers, des trackers ou autres, mais beaucoup plus focalisés sur les grands indices européens que d'aller chercher les petits dossiers, les petites pépites, comme vous pouvez le faire vous? De toute façon, les grands investisseurs internationaux vont pas tellement sur les petites pépites. Très franchement, en dessous d'1 milliard de capitalisation... Non, mais ils n'allaient pas sur le CAC non plus. Enfin, ils vont venir sur le CAC, et je pense que le rattrapage se fera par les gérants français, parce que quand on regarde par exemple le programme d'Emmanuel Macron, il veut d'ici 2022 une baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. Donc ça va profiter à qui? Ça va profiter aux sociétés qui exercent une grande partie de leur activité en France. Donc même cet aspect-là du programme d'Emmanuel Macron est une bonne chose. Donc mécaniquement, les gérants vont revenir, mais je crois qu'il faut vraiment une respiration. Je regarde par exemple le secteur informatique dans le détail, ça commence à être cher. Les valeurs sont quasiment à leur plus haut historique. C'est normal qu'il y ait une respiration. Sur une séance comme ça, effectivement, encore un mot, Alain, oui, c'est normal que les small cap, alors elles ne sont pas délaissées, parce que ça doit prendre 3% les indices small cap aujourd'hui en Europe, mais oui, le retour des investisseurs internationaux, ça se fait d'abord à travers les grands indices, c'est là que les flux s'investissent ou se réinvestissent. Oui, on évoquait l'allure du marché, c'est à l'ouverture un gros shoot, ça se fait sur les indices, ça se fait sur les grandes capitalisations, parce qu'on peut faire des volumes tout de suite, très facilement. C'est vrai que aller dégoter le petit dossier
dans des journées comme ça, non. C'est pas l'enjeu. Non, c'est pas l'enjeu. Non. Par contre, sur un horizon 3-4 mois, les choses se rééquilibrent. C'est-à-dire que on va repasser sur les résultats des entreprises une par une, celles qui sont chères, celles qui sont un peu moins, une petite rotation sectorielle, ce qui fait qu'à risque équivalent pour votre portefeuille, vous pouvez faire des arbitrages. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses que font les gérants de fonds qui sont sur un segment géographique, par exemple, ou des gérants sous mandat qui peuvent faire tourner un peu leur portefeuille sans prendre trop de risques. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, très rares sont ceux qui peuvent en gestion flexible, aller faire le marché. C'est très très rare. Par contre, les gérants de fonds sont investis à 100% ou 98 et entre 98 et 100, font des rotations sectorielles. Même chose pour un gérant sous mandat qui a calé son risque avec son client. Il reste dans le niveau de risque et puis il ajuste. Des journées comme ça, généralement les gérants font assez. Pas grand-chose. Les gérants fondamentaux font assez peu de choses parce que ils sont investis, ils n'ont pas de retard particulier. Par contre, ils attendent un petit peu que la poussière se retombe pour aller faire des arbitrages parce que là, effectivement, on peut trouver des idées intéressantes. On verra, on pourra reparler des banques. Effectivement, est-ce que c'est toujours une bonne idée d'avoir des banques? Elles prennent 10% aujourd'hui. C'était une bonne idée d'en avoir, effectivement. Il y a eu un gros rattrapage bancaire depuis 6-9 mois maintenant. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Et puis alors, quelques exceptions. On pourra redire un mot de la Lafarge Holcim qui passe complètement à travers cette séance. Moins 1,5% pour le titre qui va signer la seule baisse du CAC 40 ce soir, alors que le DG Eric Olsen a annoncé sa démission à partir du mois de juillet pour, dit-il, apaiser les tensions suite à l'enquête interne notamment qui a été menée sur les pratiques du groupe en Syrie et notamment vis-à-vis de groupes armés. Le titre Lafarge, donc moins 1,5%. Les banques très largement en tête avec des hausses de l'ordre de 10% et le CAC plus 4%, 5265 points. On marque une pause. On va avoir le fixing et la clôture définitive à la Bourse de Paris dans quelques instants au terme d'une séance qui aurait été une des plus grosses séances de ces dernières années pour le CAC 40. Fin de séance sur les marchés européens, alors que le débat continue hors micro, évidemment, entre nos invités du Club de la Bourse, Eric Lewin, les publications Agora et Alain Pitous, Talent Gestion. On va vivre ensemble la fin de séance assez remarquable, évidemment, pour ceux qui nous rejoignent. Depuis ce matin, le CAC 40 a ouvert sur un trou de cotation très très important, un plus 4% dès l'ouverture. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. On a gardé ce rythme de croisière, évidemment, de plus 4% pour le CAC. On va terminer à peu près à ce rythme-là, ce qui nous donne quand même la plus grosse séance depuis au moins l'été 2012, 5266 points pour l'indice parisien en attendant la clôture finale. Des volumes très très importants. Là aussi, on aura le décompte final dans quelques instants, mais on sera autour de 7 milliards d'euros échangés sur le CAC ce soir à travers les seules plateformes d'Euronext. Les banques très largement en tête. Crédit Agricole plus 10,5%, Société Générale gagne 10%, BNP Paribas plus 7,5%. On revient sur des niveaux de valorisation bancaire de 2011 pour les banques françaises. La construction qui s'est très très bien portée à l'exception de la Lafarge Holcim, on va en parler dans quelques instants, mais Saint-Gobain Vinci gagne 6-7% cet après-midi. L'automobile était également très bien orienté. Rebond, en tout cas mouvement de hausse de l'euro qui s'est accéléré. On est monté même au-delà de 1,09 après la publication des résultats du premier tour dimanche soir. Le mouvement s'est un peu calmé, mais on est quand même encore en nette hausse. Nette hausse, l'euro face à un ensemble de devises. L'euro-dollar 1,0658. Et puis des taux qui s'écrasent. Alors c'est vrai évidemment pour le taux à 10 ans de la dette française. On est repassé sous les 80 points de base avec un écart de taux qui s'est quand même très nettement réduit vis-à-vis du 10 ans allemand. On est sur un spread désormais, un écart de taux de l'ordre de 40-45 points de base, 43 points de base ce soir. Et puis on a eu le même mouvement de compression des écarts et de détente des rendements du côté des périphériques italiens, espagnols ou encore portugais. Voilà pour le panorama de cette séance. Nos invités en plateau, donc on va rejoindre Sabrina dans quelques instants en duplex depuis le Nasdaq. Mais d'abord, on retrouve Mickaël Jacobi depuis la salle des marchés Dodo et compagnie, responsable trading pour l'Europe continentale. Mickaël, grosse séance effectivement sur l'ensemble des marchés européens, bien sûr, avec du volume et beaucoup d'appétit pour le risque. On le voit avec un certain nombre de valeurs ou de compartiments qui se sont très très nettement détachés. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc on est déjà au-delà des 7 milliards d'euros échangés sur Euronext CAC 40. C'est énorme. Dernière fois qu'on a vu ce volume en fin de séance, y compris le fixing, c'était en décembre. Donc on est vraiment dans une séance assez exceptionnelle de flux. Les 4% du CAC 40 en témoignent. Alors avant tout, bien évidemment, les financières et les cycliques qui saluent en fait la venue en fait en première position d'Emmanuel Macron, présidentiable effectivement aux yeux de beaucoup d'investisseurs et donc
plutôt dans une forme d'affinité pour les marchés financiers, où effectivement on ne joue plus du tout le Frexit, avec une probabilité qui aujourd'hui est misée sur l'avènement au président de la République d'Emmanuel Macron. Alors nous allons probablement avoir encore quelques semaines, deux semaines assez mouvementées avant le résultat final et bien évidemment ensuite les élections législatives. Mais aujourd'hui, on accueille tout simplement des résultats qui sont les moins pires que ce qu'on pouvait attendre, en tous les cas pour l'intérêt des marchés financiers. Oui, le scénario le plus market-friendly, comme on dit, peut-être. Attendons, on verra le second tour. Et puis effectivement, la composition de la nouvelle majorité de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du mois de juin. Juste un mot également, alors peut-être avec vous aussi, Eric Lewin, de Lafarge-Holcim. Là, si on regarde un petit peu les histoires spécifiques du jour sur le marché, en dehors de la politique. Lafarge-Holcim, quand même, qui dans une séance où le CAC gagne 4%, recule d'1,5%, en retard de 6 points comme ça sur le CAC 40 sur une séance aussi violente, c'est dur. Heureusement qu'il y a une forte hausse des indices, parce que sinon l'effet aurait pu être beaucoup plus important. En fait, le directeur général, M. Olsen, va quitter le groupe, ce qui déstabilise un peu le groupe, parce qu'il faut rappeler que pourquoi il démissionne. Il y a un scandale autour d'une usine en Syrie, qui aurait été maintenue en l'état parce que Lafarge aurait un petit peu donné des gages à l'État islamique. Donc il y avait beaucoup de contestations en interne. Le problème, c'est que M. Olsen, qui venait de Lafarge, avait su admirablement gérer la fusion, puisqu'on attendait 400 millions de francs suisses de synergie l'an dernier. Je crois qu'on a eu 650 millions, avec des résultats assez bons, avec une société qui va plutôt bien, avec des synergies qui se passent bien. Et donc c'est une déception pour les investisseurs, parce qu'ils se disent quel sera son remplacement. Donc il y a un peu une crise de gouvernance. Il n'y a pas une crise sur la stratégie de Lafarge, il y a une énorme erreur de fait, c'était entre 2011 et 2014. Il y a une crise de stratégie sur un groupe qui, il est vrai, n'est quand même pas donné au cours actuel. Ça doit valoir autour de 18 fois les bénéfices Lafarge. Donc, il y a une sanction qui est normale. C'est un titre qui avait quand même gagné 21% en un an, alors que le CAC 40 fait plus 15%. Mais c'est normal que parfois, dans des histoires politiques, on sacrifie quelques hommes, parce que là, c'est quand même assez grave, ce financement d'usines, l'État islamique au milieu. Bref, c'est pas très clean quand même pour les actionnaires. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, en l'espace de 2 ans et demi depuis la fusion, Bruno Lafont, Lafarge a quitté le groupe, Olsen, Lafarge a quitté le groupe, et on a l'impression que maintenant, le groupe va être géré complètement par des anciens d'Holcim qui prennent complètement le pouvoir au sein de la société. Lafarge-Holcim, donc très en retard sur cette séance, puisque le CAC 40 gagne 4%. On va avoir la clôture définitive dans une seconde, et Lafarge-Holcim qui signe la seule baisse du CAC, moins 1,6% ce soir. Le CAC 40 à l'arrivée, donc très belle hausse. Je vous rappelle qu'en séance, on est allé chercher des niveaux qu'on n'avait plus vus à la Bourse de Paris depuis janvier 2008. À quelques points près, on s'est rapproché des 5300 points sur l'indice parisien. On termine en hausse de plus de 4% ce soir, 5268 points pour le CAC 40, ce qui nous met sur les niveaux de fin avril 2015, donc les plus hauts récents quasiment auxquels on avait réussi à recoller, et des volumes donc très importants. On le disait, entre 7 et 8 milliards d'euros échangés ce soir, 8 milliards 7. On est plus proche des 9 milliards d'euros au final, après comptabilisation donc de l'ensemble des flux de fin de séance. Donc près de 9 milliards d'euros échangés sur le CAC ce soir. L'euro qui rebondit très nettement, 1,0857. Les taux et les primes de risque sur le marché souverain qui sont considérablement détendus pour la dette française bien sûr, mais par mouvement d'entraînement pour les dettes dites périphériques, italiennes, espagnoles ou encore portugaises, et les grands gagnants du jour sur les marchés actions. Les valeurs bancaires, c'est très net. Tir groupé pour Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, qui gagne entre 7,5% pour BNP et près de 11% pour Crédit Agricole. Et puis la construction, à l'exception de Lafarge-Holcim, des valeurs très bien orientées également parmi les grands gagnants du jour, Vinci ou encore Saint-Gobain, qui progressent de 7%. Le CAC plus 4,14% ce soir et signe ainsi sa plus grosse séance depuis plusieurs années maintenant à la Bourse de Paris. Des volumes très importants, à près de 9 milliards d'euros échangés, et à l'arrivée, l'indice parisien qui termine à 5268 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Eric Lewin, en charge des actions en publication Agora, et Alain Pitous, directeur général de Talence Gestion. Alain, qu'est-ce qui peut se passer désormais, et quels vont être les points sur lesquels le marché va se focaliser, aussi bien en France dans la suite de la séquence politique qu'on connaît, ailleurs en Europe, voire ailleurs dans le monde?
Alors, je pense que les fondamentaux sont plutôt corrects, sont plutôt en amélioration. On n'est plus très loin en zone euro d'avoir un cycle auto-entretenu avec investissement des entreprises, création d'emplois, consommation. Bon, tout va bien, on va dire, un petit peu un schéma en même temps qui n'est pas euphorique. Hein. On est avec des croissances, même si elles ont été révisées par le FMI, ça faisait plus de 3 ans qu'elles ne l'avaient pas été, à la hausse. Donc, on respire mieux, tout va un petit peu mieux. Après, je pense que on est toujours. Je peux faire mon schtroumpf grincheux un petit peu, voilà. Et puis bon, faut surveiller 2-3 choses. Bon, la géopolitique, le porte-avions qu'on perd, qu'on retrouve, qu'on fait couler, tout ça. Bon, ça, on verra plus tard. Ça, c'est la Corée du Nord. Voilà, c'est la Corée du Nord. Pour ceux qui suivent pas tous les jours voilà. les épisodes. Pour ceux qui étaient focalisés sur les élections françaises, il y a un monde à côté de la France. Ça, c'est la première chose. Bon, il y a la séquence politique américaine avec est-ce que Donald Trump va réussir à faire le triptyque Obamacare, plan d'investissement, baisse des impôts, mur et arriver à faire taper, éliminer 4% de croissance. Ah non, c'est... oui, 4% de croissance. Oui. Non, mais éliminer la problématique de plafond de la dette. Bien sûr. Bon, ça peut quand même être un petit peu un facteur déceptif sur le marché américain, encore une fois, qui oscille depuis quelques semaines maintenant, qui a du mal à aller plus loin parce que bon, il faut du carburant, il y en a pas trop. Donc ça peut être, c'est quelque chose qu'on regarde. Hein. Il y avait une décote en zone euro, une décote politique qui s'atténue, on va dire. Et puis il y a une surcote politique américaine qui pourrait quand même à un moment donné venir un peu perturber tout ça. Le Brexit, je mets ça de côté, c'est mon petit chouchou, on attendra, il y en a pour un petit moment et je pense que les jeux ne sont pas faits. Mais 8 juin, juste le Brexit, 8 juin, c'est pas un sujet pour le marché là. C'est un peu, les sondages anglais, c'est encore pour plus tard. Oui, c'est plus tard, oui, c'est une négociation. Okay. Et puis, elle a de l'avance, c'est bien joué. Je dirais que c'est un peu comme Macron avec 60-40 dans les premiers sondages. Faudra y se mettre de bon cœur pour casser ça. Ça pourrait baisser un petit peu, ce qui n'est pas très bon en termes de dynamique, mais bon, un peu pareil que Macron. Non, le sujet un petit peu, le voyant qui s'allume un petit peu, je trouve, c'est la Chine, avec des données économiques qui semblent meilleures, un PIB meilleur. Si on regardait, on en parlait tout à l'heure en interne chez nous, les données, beaucoup de consommation de matières premières, d'électricité, de l'investissement, les autoroutes, c'est reparti à fond la caisse. Ouais. Et en même temps, depuis quelques jours, le marché chinois, qui marque le pas. C'est le seul qui baisse aujourd'hui. Dans les grands indices, Shanghai perd 1,4%. Ils n'ont pas reçu la note de service du rallye généralisé. Oui, ça pourrait être comme Lafarge, une petite séance un peu décevante, mais c'est pas le cas. Ça fait plusieurs jours que ça baisse, avec des matières premières un petit peu en baisse. Bon, il faudrait pas qu'ils se remettent à nous exporter de la déflation, parce que bon, ils ont déjà fait le coup plusieurs fois. Et c'est pas dans le scénario, quoi. C'est-à-dire que le scénario, c'est une petite reprise de l'inflation, reprise économique, des taux qui montent légèrement, des bilans qui s'assainissent un peu partout. Si ce scénario était cassé par les Chinois qui nous ont déjà fait le coup en 2015, on parlait des plus hauts de 2015. Je me rappelle d'un article que j'avais fait à l'époque où on espérait le CAC à 6000. Bon, on l'a gentiment caché celui-là, et vous le verrez plus nulle part. On l'a détruit. Le droit à l'oubli. Voilà, c'est ça, le droit à l'oubli. Donc comme quoi on peut dire des bêtises aussi. Mais attention, c'était venu par là un petit peu cette ambiance. Pour l'instant, il n'y a aucune corrélation. Enfin, ce qui se passe en Chine sur le marché chinois reste sur le marché. Oui, ça peut être une consolidation. Ça peut être une simple consolidation dans un marché. Oui, il n'y a pas d'impact. Si on cherche quelque chose de négatif, bien sûr qu'on cherche toujours. Voilà, donc ça peut être des choses comme ça à regarder, quoi. Voilà. Eric, sur quoi va se focaliser le marché là aujourd'hui? On pourra reparler si vous voulez de la séquence politique en France, mais je crois qu'on l'a déjà bien fait. Je sais pas, on lit beaucoup dans les notes de stratégistes. Attendez, si la France c'est en passe d'être réglée, vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre argent avec l'Italie. Ce sera encore mieux, ce sera encore plus volatile, encore plus incertain quand les Italiens organiseront leurs élections. Enfin, est-ce qu'on va continuer de chercher des éléments pour se faire peur, ou est-ce qu'on va enfin profiter là d'une phase de répit, d'un boulevard que certains souhaitent avoir sur les actions européennes? À court terme, moi, c'est quand même les États-Unis. Je ne vais pas dire qu'ils m'inquiètent, mais que je regarde de façon importante. Il y aura beaucoup de publications cette semaine. 200 au moins au sein du S&P 500, 200, plus la politique. On attend une hausse de 8 à 9% du résultat des entreprises américaines, qui serait le meilleur trimestre depuis le quatrième trimestre 2011. Mercredi, en théorie, Donald Trump devrait faire sa grande annonce
fiscale. Enfin, qu'est-ce qu'il peut dire? Parce qu'il nous dit en même temps, je vais annoncer des trucs, mais vous inquiétez pas, il y aura pas, enfin, on n'aura pas de détails, pas de calendrier, rien de tout ça. Ben c'est là qu'il y a le problème. Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? On attend enfin une forte baisse des taux, entre 15 et 20% sur le taux d'impôt des sociétés. Donc c'est un chiffrage qu'on attend mercredi. On attend un chiffrage, on attend d'en savoir un peu plus sur le plan de 1000 milliards d'investissements. Il ne faudrait pas qu'on soit déçu de ce côté-là, parce que quand même le S&P en termes de PER est à 18, alors que la moyenne historique est à 15. Donc il ne faudrait pas qu'on soit une nouvelle fois déçu, parce que moi, mon sentiment, on a été déçu sur l'Obamacare. Après, Trump, pour cacher un peu la déception intérieure, a été faire le mariole à l'international, en la Corée du Sud, la Syrie, etc. Il faut faire attention sur les États-Unis. Qu'est-ce qu'il peut dire de crédit? Parce que le marché il commence à s'habituer au loustic d'une certaine manière. Hein. Déjà, le marché se montre patient. Donc il ne progresse plus, le marché. Il progresse plus, mais il se montre patient quand même vis-à-vis. On voit à chaque fois qu'il tweet un truc sur la taxe réforme, le marché remonte un petit peu. Qu'est-ce qu'il peut annoncer ou dire de crédit mercredi à ce sujet, sachant justement, vous l'avez dit, qu'il n'a pas réussi à faire passer son repeal d'Obamacare et que c'était la pierre, le point de départ justement de sa grande réforme fiscale. Je vais être très clair, des chiffres précis, en disant voilà, moi je veux un taux d'imposition sur les sociétés à 20%, je ferai tout, voilà, mon plan d'investissement c'est 1000 milliards, voilà sur quoi je veux mettre ces 1000 milliards. Maintenant, les Américains... Et il va réaffirmer sa volonté de refaire passer une réforme Obamacare là. Je pense qu'il a laissé ça de côté, je pense qu'on l'attend surtout sur la fiscalité des entreprises. Mais je pense que s'il n'y a pas de chiffres, on peut être très déçu. Oui, mais c'est les républicains ont toujours dit qu'il faut faire des économies sur Obamacare si vous voulez qu'on lâche sur les impôts des sociétés et des ménages. C'est pour ça que l'équation... Ça a toujours été le trade-off entre les deux. C'est pour ça que l'équation est très compliquée. C'est pour ça que c'est des États-Unis que peut venir le petit bug. Et puis il y aura vendredi quand même un petit PIB américain. Oui. Qui est quand même attendu à 1,1%. On s'en fiche, c'est le premier trimestre. Aux États-Unis, c'est toujours mauvais. Les investisseurs, ils vont nous dire ça. Ils vont dire faudrait pas que ça soit inférieur à ce 1,1%, sinon on pourrait encore reculer. On a quand même perdu 600 points. Ça peut être très très en dessous. Hein. On a quand même perdu 600 points par rapport au plus haut sur le dos. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais attention quand même à ces marchés américains, avec le shutdown aussi vendredi, en fin de semaine, qui peut avoir lieu, etc. Je rappelle que les précédents shutdowns, c'était celui de 2013, la fermeture des administrations. Ça avait quand même coûté en 15 jours 24 milliards de dollars à l'État américain. Mais sur les 3 précédents shutdowns aux États-Unis, alors j'ai plus les dates précises en tête, le marché monte à chaque fois. Hein. Non, mais bon, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que grosse semaine politique quand même aux États-Unis et c'est possible que le marché effectivement bascule très rapidement à nouveau sur le marché américain. Oui, tiens, le PIB américain en fin de semaine, là, bon, pas bon, sous les 1%. Moi, j'ai vu des modèles qui le donnent très largement sous les 1%. Oui. Les données, les derniers chiffres publiés sont pas exceptionnels et tendraient à montrer effectivement qu'on devrait être en dessous de 1%. Alors après, très en dessous, j'ai pas les mêmes modèles que vous, mais mais ce que j'ai vu, après on regarde les économistes qui disent ils sont légèrement en dessous de 1%, mais comme le disait Eric tout à l'heure, c'est pour le moment tout ça, chaque fois il y a eu un tweet, chaque fois il y a eu un truc où on dit non mais attendez, laissez tomber, non mais Obamacare, non mais c'est pas grave parce que derrière il y a un huge plan machin qui va tomber. Ça va être énorme. Mais enfin, ceci dit, on nous annonçait des gros changements sur les 100 premiers jours. L'image de tout ça, c'est la chasse des œufs de Pâques avec le lapin. Hein. C'est la photo qu'on gardera des 100 premiers jours de Trump. Hein, quand même, pour le moment, c'est quand même extrêmement décevant. Quand même. La photo où on précise que Trump est à gauche, c'est ça, à côté du lapin. Allez, direction les États-Unis. Sabrina, on vous retrouve. On vous a fait patienter, Sabrina, mais on parle justement des États-Unis avec vous. Comment est-ce que ça se passe sur ce marché américain? Vous êtes en duplex au Nasdaq. Ça se passe toujours aussi bien là, on est toujours sur de belles progressions. Alors vous avez pas mal discuté bien sûr avec vos invités, avec un agenda plutôt chargé cette semaine. Environ 200 sociétés du S&P 500 doivent publier leurs résultats d'entreprise. Sur les 95 sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats, 77% ont fait mieux que prévu. Aujourd'hui on a quelques sociétés qui ont également publié leurs résultats. On a eu Hasbro qui a fait mieux que prévu, donc qui a rassuré après la déception de Mattel la semaine passée. On a Liberton également des résultats supérieurs aux attentes. Alors, outre les résultats, on parle beaucoup également du chapitre fusion-acquisition avec une méga opération dans l'équipement médical de 24 milliards de dollars. Et puis, bien sûr, la France, Donald Trump que l'on surveille mercredi, vendredi, de dates importantes et un marché donc avec un Nasdaq qui est sur un niveau record. On est à 5 972 points. On se rapproche des 6 000 points. Le Dow Jones plus 0,9%, 20 740 points. Quant au S&P 500, plus 0,9% pour l'indice.
Merci Sabrina, à tout à l'heure. On vous retrouvera pour la clôture. On fait le point évidemment chaque jour avec vous de l'ouverture à la clôture sur les marchés américains, des marchés bien orientés. Je vous rappelle, la clôture, nous à Paris ce soir, séance exceptionnelle, plus belle séance pour les marchés européens et pour le CAC 40 spécifiquement, bien sûr, depuis plusieurs années avec des volumes exceptionnels là aussi, quasiment 9 milliards d'euros échangés ce soir. On est largement 3 fois supérieur au volume moyen qu'on enregistre d'habitude sur une séance à Paris. Plus 4% pour le CAC, 5268 points avec un rallye exceptionnel des banques. Je fais mon Marc Fiorentino là, un coup de exceptionnel, mais les banques qui gagnent plus de 10% ce soir à Paris. Le CAC 40, plus 11% à l'arrivée à près de 14 euros. Et le CAC, donc plus 4,14%, on gagne 200 points ce soir sur le CAC 40. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Quelques minutes encore en compagnie de nos invités. Alain Pitous, directeur général de Talent Gestion, Eric Lewin en charge des actions aux publications Agora. Je rappelle la clôture ce soir, clôture très significative pour le CAC, plus 4%, exceptionnel. J'essaye de chercher un autre mot qu'exceptionnel aujourd'hui, mais j'y arrive pas. Plus 4% pour le CAC, séance exceptionnelle. Volume exceptionnel, quasiment 9 milliards d'euros, 5268 points. Oui, donc il y a un soulagement très fort. On reprend là-dessus, peut-être messieurs, pour ceux qui nous rejoignent pour la clôture de ces marchés. C'est du soulagement, c'est simplement du soulagement parce qu'on écarte le début du scénario qui, même si ça paraissait très improbable malgré tout, pouvait nous amener jusqu'à un jour peut-être voir la France sortir de l'euro et de l'Union européenne. Ou est-ce qu'il y a de la conviction aussi derrière l'idée qu'Emmanuel Macron va remporter le second tour, qu'il aura les mains libres pour mettre en place ses réformes, qui veut faire des réformes à un rythme modéré sans brutaliser, on va dire, la société française, en tout cas par rapport à un programme de Fillon qui était plus tranchant. J'essaie de résumer les choses sans froisser personne, voilà. Mais qu'est-ce qui se cache derrière qu'est-ce qu'on peut lire derrière cette hausse du jour, Eric? Écoutez, mercredi dernier, on était quand même tous assez angoissés quand on voyait Mélenchon ne cesser de monter dans les sondages et Hamon ne cessait de baisser. Certains se disaient s'il y avait un Le Pen-Mélenchon. Donc, premier effet. Le deuxième effet... Donc, le fait d'écarter ces scénarios, déjà, quand on écarte ça participe de l'effet du jour. Le deuxième effet, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas vu vraiment comme un Hollande bis. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur Emmanuel Macron et Hollande bis, mais quand on regarde son programme, c'est un social-libéral pro-Europe. Et c'est finalement la meilleure définition pour plaire au marché. Et puis troisièmement, les investisseurs étaient tellement tétanisés qu'il y a un effet d'élastique. C'est-à-dire que quand ils ont vu que finalement, selon toute vraisemblance, Macron serait le prochain président de la République française, eh bien ils ont acheté des actions comme des fous. C'est pour ça que ce matin, il y a eu un décalage à la hausse. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a gagné 4% tout au long de la journée. Maintenant, si on reste dans les scénarios plus ou moins market-friendly, amical du point de vue des marchés, c'est quoi si on essaye de classer les 2-3 scénarios des législatives? Le scénario le plus market-friendly dans le sillage des résultats du premier tour. D'accord. Majorité en marche. Majorité en marche avec un peu de centre-droit. Ouais. D'accord. Le scénario le plus catastrophique et le plus cauchemardais, c'est une grosse cohabitation avec un Front National avec 35 à 40 députés, avec des républicains qui sont complètement divisés mais qui font quand même un nombre important, avec une cohabitation avec un républicain assez dur, de type par exemple Laurent Wauquiez. Ça serait un petit peu cauchemardé sur les marchés. Si on n'a pas ce genre de scénario, je pense qu'on est tranquille pendant un certain moment sur la France. Et là, je fais appel à votre flair politique. Eric, scénario le plus probable entre une majorité en marche et une coalition brinque-ballante? Écoutez, moi j'ai... Vous avez le droit de botter en touche, bien sûr, parce que là... Moi, j'ai le sentiment quand même que les Républicains vont se souder, parce qu'en fait, avec la défaite de François Fillon, c'était une élection imperdable. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, n'importe qui pensait que la droite allait remporter l'élection présidentielle. Donc je pense que les Républicains vont se souder, et je ne serais pas étonné qu'ils fassent un excellent score aux élections législatives. Maintenant, du côté En Marche, il y a aussi une dynamique. Donc ça risque d'être très serré. Tous les scénarios sont possibles. Est-ce qu'on peut, alors là, si, du point de vue européen, est-ce qu'on peut rêver d'un scénario Blue Sky là, pour cette année 2017, avec l'idée qu'à la clé, au gré des élections qui restent encore à franchir, notamment l'élection allemande, on est à nouveau une plateforme franco-allemande, une plateforme européenne sur les rails, avec l'idée qu'on aille ajouter un nouvel étage à la construction européenne, reparler d'union budgétaire, d'union fiscale. Enfin, c'est un fantasme absolu dans l'état actuel de la situation en Europe, ou est-ce que non, on peut franchir ce cap-là
Parce qu'on a l'impression que les investisseurs, d'une certaine manière, c'est ce qu'ils attendent aussi. Oui. L'Europe a beaucoup joué, j'imagine, dans la vision que les marchés ont eue d'Emmanuel Macron. Oui, alors autant... Faites la grimace. Ouais, là, j'ai un peu peur que ça soit un petit peu loin, quoi. C'est-à-dire que autant les étrangers, il y a quelque temps, ils ignoraient comment fonctionnait le système politique français pour les présidentielles. Il ne faut pas oublier que le système pour les législatives, il peut nous permettre d'avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires. Bien sûr. Et si on regarde la carte qui est dans le monde aujourd'hui sur la répartition des sièges, des triangulaires, je ne sais pas pour qui ça serait très bon, parce que ça dépendrait vraiment canton par canton, enfin circonscription par circonscription. Des quadrangulaires, ça serait dramatique. On pourrait vraiment avoir n'importe quoi qui sortirait de cette assemblée. Donc on a un scénario optimiste, et dans le scénario optimiste, effectivement, la construction européenne repart. C'est-à-dire que en fait, elle pourrait repartir sur quelques projets sur lesquels, parce qu'on avait parlé, hein, c'est dans les esprits, l'histoire de l'Europe à plusieurs vitesses. On y va à ça, hein, c'est-à-dire que l'Europe des projets. Mais des rapports des 5 présidents et autres, ou encore un dernier rapport de Juncker, il y en a plein les cartons qui évoquent toutes ces options-là. Mais autant c'était bloqué aujourd'hui parce que Hollande, parce que c'est les deux, hein, c'est Hollande, Merkel qui peuvent faire ça. Merkel a doublé une prochaine fois, ce qui est tout à fait jouable maintenant. Hein, les sondages après la petite embellie ont l'air de montrer qu'elle est là. Un Macron qui serait assez d'accord pour mettre son début de quinquennat, encore une fois s'il est élu, dans un schéma friendly avec les Allemands. On pourrait avoir comme ça quelques projets qui avancent, qui changeraient un peu la donne quand même sur le plan politique, et probablement également sur le plan économique, qui libérerait un peu de pression aussi, qui permettrait aussi aux Allemands de voir qu'ils ont affaire enfin à un partenaire qui a envie de jouer le jeu, parce que c'est quand même souvent les Allemands qui ont proposé des choses et les Français qui pour des raisons politiques les ont refusées. On pourrait quand même avancer sur ce plan-là, et ça globalement ça permettrait aussi de relâcher un peu et de faire un peu d'investissement en zone euro qu'on n'a pas, dont on a besoin, et d'évacuer de manière significative le risque populiste ou le risque anti-européen plutôt dans certains pays, puisque 2018 ce sera les élections italiennes, donc une France et une Allemagne fortes, ils vont avoir comme objectif de sauver le soldat italien, ce sera leur première priorité là. Oui, Renzi regarde avec attention comment agit Macron et a envie de se mettre dans ses pas. On pourrait avoir comme ça un petit peu un Kennedy français qui viendrait relancer la construction européenne. C'est vous qui l'avez dit, hein. Je l'attends, personne ne l'avait fait aujourd'hui, donc je me suis permis de le faire. Mais donc voilà, ça pourrait être un petit peu le scénario rose, mais encore une fois avec cette problématique d'une législative, alors que les étrangers n'ont pas forcément en tête aujourd'hui, mais qui pourrait se retrouver, parce qu'on évoquait tout à l'heure 40 députés Front National, je pense que ça sera plus. Hein, il y a 500 députés, hein, plus de 577 députés, donc n'en avoir que 30 ou 40 avec les scores qu'ils ont fait dans certains endroits, ça paraît pas beaucoup. Mais bon. Enfin, je crois quand même que les investisseurs étrangers, ils comprennent quand même comment fonctionne notre système politique. C'est pas non plus. Non, je suis pas sûr. Le système. Non, mais attends. Il y a quelques semaines, c'était. Parce que le système américain, il est plus simple à comprendre. Pour les Américains, oui. Oui, non, mais d'accord. non, mais maintenant ils ont regardé les présidentielles. Non plus. Mais les législatives. Non, mais ce système de vote, il est quand même. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont l'impression que le président, voilà, il est, voilà, ça suffira. Mais c'est vrai que globalement, ça devrait suffire. Mais c'est pas gagné. Messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Alain Pitous, directeur général de Talent Gestion, Eric Lewin, qui étaient les invités du Club de la Bourse. Séance extraordinaire pour les marchés européens et pour le CAC 40, plus 4%. Non mais trêve de plaisanterie, une des plus grosses séances quand même depuis juin 2012. Sur ce soulagement, suite au résultat du premier tour de l'élection présidentielle française. Rallye généralisé, rallye de l'euro, rallye des banques et grosse détente sur le marché obligataire avec une prime de risque sur la dette française là qui s'est considérablement dégonflée. Aujourd'hui, le CAC 5268 points. Alain Pitous. Et avec le pétrole qui baisse. C'est pas le driver du jour, le pétrole. Oh là là, vous nous faites peur pour rien. On en reparlera un du petit pétrole. Peu d'ambiance, un teaser pour demain. Ce sera demain le pétrole, voilà. C'est ça. Bon, on suivra ça. Merci messieurs en tout cas. Bientôt 18h. Très bon début de soirée sur BFM Business. Retour d'Intégral Bourse demain après-midi dès 15h30. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.